À l'aube du 16 août 2025, 57 camions s'arrêtent à Sarante net. En quelques heures, l'image d'un Burkina Faso fragilisé se fissure parce qu'une saisie expose plus de 25 000 AK-47, des grenades, des lance-roquettes et des explosifs, avec des numéros de série allant de la Libye au Yémen. Que doit retenir le public quand Ibrahim Traoré exige des faits, refuse l'escalade et parle de souveraineté à défendre, tandis qu'un flux associé de 1,3 milliard de dollars semble circuler sans bruit? La stupeur ouvre une bataille plus vaste. La promesse est simple: clarifier sans amplifier et relier chaque affirmation à un passage du récit source. Le bénéfice pour le public tient en une phrase: comprendre les faits, mesurer les risques, choisir lucidement. Ici, l'événement n'est pas traité comme un choc isolé, mais comme un signal qui oblige à changer d'échelle: route, acteurs, financement et effets régionaux. Un premier micro-hook s'impose. Si 57 camions passent d'habitude sans bruit, pourquoi celui-ci a-t-il été stoppé ce matin-là? Le cadre reste volontairement sobre. Les zones d'incertitude seront signalées et les hypothèses séparées des faits établis. Les chiffres n'auront qu'un rôle: servir de repère, jamais de slogan. Enfin, le fil directeur sera constamment le même: qui gagne, qui perd et à quel coût pour l'État, pour l'économie et pour la sécurité quotidienne. En deux phrases, tout s'éclaire. 57 camions immobilisés et plus de 25 000 AK-47 identifiés dès les premières inspections. Ce volume dépasse une contrebande ordinaire et impose une lecture stratégique. La logistique semble préparée sur la durée, avec une capacité d'assemblage d'armes lourdes et d'explosifs en un seul flux cohérent. À ce stade, le dossier bascule. D'un côté, un Burkina Faso souvent décrit comme vulnérable, exposé aux violences régionales et aux pressions géopolitiques. De l'autre, une interception qui suggère une vigilance cumulative. Les itinéraires auraient été testés à plusieurs reprises, exploitant des failles et connus, comme si le réseau apprenait les routines de contrôle. La saisie n'apparaît plus comme un hasard, mais comme l'aboutissement d'une anticipation. Les numéros de série ouvrent un second niveau de lecture. Leur diversité, Libye, Yémen et circuits plus discrets liés à des stockages militaires, indiquent une chaîne d'approvisionnement internationale. Les sources sont multiples, mais la convergence est unique: une agrégation logistique qui synchronise des origines éloignées sans exposition immédiate. Le public comprend alors que la question qui a envoyé ces armes est trop courte. Ce qui compte, c'est ce que l'opération révèle sur l'équilibre réel des forces dans la région. Ibrahim Traoré intervient avec une ligne claire: pas de surenchère, uniquement des faits. Ce choix infléchit le cadrage public. Au lieu d'un discours émotionnel, l'accent se déplace vers la méthode: enquête, traçabilité, souveraineté. Le mini-reveal promis en P1 se referme. Ce n'est pas seulement une saisie, c'est un test grandeur nature de la capacité d'un État à contenir un choc sans perdre le contrôle narratif ni opérationnel. Deux figures donnent un visage concret à ce qui sinon resterait un empilement de chiffres. Sur le terrain, le capitaine Moussa Kaboré incarne la décision dans l'incertitude. Face à un convoi avançant lentement, sans signe évident d'hostilité, il choisit d'ordonner l'arrêt plutôt que de céder à la routine dangereuse du laisser-passer faute de preuves immédiates. Ce geste est discret, mais il transforme une suspicion en interception majeure.
À distance, le général Zerbo complète cette action par une logique de séquence. Depuis Ouagadougou, il verrouille des corridors terrestres, coordonne le déploiement et anticipe les réactions possibles des chauffeurs et de leurs soutiens. Là où Caboret tranche dans l'instant, Zerbo organise la durée, empêcher la dispersion, limiter le risque d'affrontement et garder une cohérence de commandement. L'impact précoce de ce duo est double. D'abord, il montre une chaîne institutionnelle fonctionnelle, du poste avancé au centre d'opération. Ensuite, il change la perception interne. L'interception ressemble moins à un coup de chance qu'à un résultat de discipline et de confiance accordé à la décision locale. Et voici ce qu'il faut retenir, simplement. Une décision locale peut infléchir une trajectoire nationale. Avant l'aube du 16 août 2025, la vigilance existe, mais sous tension. Les postes opèrent avec des moyens limités, conscients que certaines routes du Sud servent de couloirs discrets. Puis vient l'activation. Des informations fragmentaires convergent, un convoi inhabituel essaie de signaler, et la décision s'est prise de ne pas attendre une confirmation parfaite. En quelques minutes, un soupçon devient une opération. Caboret ordonne l'arrêt. L'action n'est pas spectaculaire, mais elle est totale. Véhicules immobilisés, chauffeurs encerclés, premières inspections engagées sans provoquer une escalade armée. Très vite, la cargaison dépasse tout ce qui était anticipé. À cet instant, l'événement quitte le registre de l'incident pour entrer dans celui d'une crise nationale. Les chiffres circulent d'abord en interne. La nature des armes est à clarifier. Puis, des alertes remontent vers Ouagadougou. Le rythme s'accélère, sans laisser place à l'improvisation. Le pic survient quand l'ampleur réelle est stabilisée. Plus de 25 000 fusils AK-47, mais aussi des armes lourdes et des explosifs. La composition ne ressemble pas à un chargement opportuniste. Elle évoque une dotation pensée pour des unités multiples. Chaque camion paraît répondre à une logique, chaque itinéraire a un test préalable. Ce n'est plus un convoi, c'est une articulation, un maillon visible d'un réseau transfrontalier structuré. C'est ici que la lecture change de niveau. Les origines suggérées par les numéros de série, Libye, Yémen et circuits plus discrets font comprendre que la chaîne d'approvisionnement ne dépend pas d'une seule filière. Elle agrège des sources dispersées, puis les synchronise. Autrement dit, le réseau ne tient pas seulement par la route, il tient par sa capacité à assembler, financer, couvrir et déplacer. Ibrahim Traoré intervient alors non pour amplifier mais pour contenir. La ligne est simple, exiger une analyse rigoureuse, valider la poursuite de l'enquête et fixer une communication factuelle. Cette posture influence les heures suivantes. Les forces poursuivent les perquisitions, le renseignement commence à reconstituer des flux et des corridors terrestres sont temporairement verrouillés. Le cœur du choc est maîtrisé sans affrontement ouvert, ce qui évite une panique intérieure tout en envoyant un signal extérieur mesuré. Viennent les répliques. Dans les jours qui suivent, l'interception agit comme révélateur. Des entrepôts sont identifiés, des documents saisis, des sociétés écrans apparaissent en théâtre Lomé et Accra. Chaque découverte renforce l'idée que le 16 août n'était pas une anomalie, mais une fenêtre ouverte sur une architecture plus vaste. La pression se déplace du terrain vers le diplomatique et l'informationnel. Les partenaires régionaux s'interrogent, les observateurs recalibrent et le réseau, lui, cherche déjà des variantes. Le tournant durable n'est pas seulement l'arrêt des camions, c'est la rupture d'une certitude implicite.
celle qu'un État perçu comme fragilisé subirait sans pouvoir anticiper. La séquence, de l'activation à la gestion des conséquences, montre une capacité à absorber un choc majeur tout en gardant une cohérence d'action. Avant le 16 août, la menace est décrite comme un flux irrégulier, des lots fragmentés, difficiles à tracer, traversant des frontières poreuses. Après le 16 août, l'échelle change brutalement. 57 camions transforment d'une hypothèse diffuse en preuve massive. Autrement dit, on passe d'un trafic latent à une alerte stratégique mesurable. D'abord, un premier repère, le volume. Plus de 25 000 fusils AK-47 sont identifiés, accompagnés de grenades, de lance-roquettes et d'explosifs. Ce chiffre ne dit pas seulement combien, il dit quel type d'intention. Une dotation de cette ampleur dépasse les besoins d'un acteur isolé et correspond à l'équipement potentiel de plusieurs unités armées. Pour le dire en une seule phrase, quantité élevée, préparation structurée, horizon plus long. Ensuite, un deuxième repère, la dispersion des provenances. Les numéros de série pointent vers la Libye et le Yémen, deux théâtres de conflits récents, mais aussi vers des circuits plus discrets associés à des stockages militaires. Cette dispersion oblige à une lecture en réseau. Les armes ne suivent pas une seule filière. Elles convergent depuis plusieurs zones vers un même flux. Le système agit comme agrégateur logistique capable de synchroniser des sources éloignées sans se dévoiler immédiatement. Et pour le résumer en une phrase, diversité des origines, coordination élevée, visibilité réduite. Enfin, un troisième repère, le financement. Le récit mentionne jusqu'à 1,3 milliard de dollars associés à des comptes et entités connectés, fragmentés en transactions successives pour éviter la détection. Ce montant ne renvoie pas uniquement à l'achat, il suggère l'existence d'une infrastructure complète: transport, stockage, couverture juridique, logistique et capacité d'adaptation. En une phrase, financement large, architecture durable, résilience du dispositif. Ces trois repères, pris ensemble, imposent une contrainte méthodologique. Le volume aide à comprendre pourquoi la souveraineté est évoquée plutôt qu'un simple incident frontalier. La diversité des provenances éclaire la dimension géopolitique. L'ampleur financière justifie une mobilisation prolongée du renseignement et une prudence de communication. Les nombres deviennent alors des outils de stabilisation narrative et non des leviers de dramatisation. Ibrahim Traoré s'appuie précisément sur cette lecture chiffrée, privilégier le vérifiable plutôt que l'accusation générale. Ce choix réduit la contestation immédiate et renforce la crédibilité externe, tout en signalant que la réponse doit se penser dans le temps. La boucle de curiosité ouverte en P5 se précise. Si le réseau finance autant, il a probablement prévu la perte d'une partie de ses cargaisons. La question n'est donc pas seulement ce qui a été arrêté, mais ce que l'arrêt révèle sur un mécanisme adaptable. Une première lecture possible est la suivante. L'interception prouve une ingérence extérieure coordonnée. Les volumes, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une opération conçue pour déstabiliser durablement le Burkina Faso et, au-delà, l'espace sahélien. Dans cette lecture, le pays devient un nœud stratégique d'une guerre indirecte. L'armement sert à déplacer des équilibres politiques sans confrontation directe. Les itinéraires testés et la capacité d'agrégation renforcent l'idée d'un réseau structuré, pensé pour durer. Une deuxième lecture, plus prudente, serait celle-ci. L'ampleur de l'opération
peut être amplifiée dans le discours public afin de consolider l'autorité de l'État. Selon cette perspective, l'interception est réelle, mais sa portée géopolitique reste à confirmer. Les sceptiques rappellent une règle classique. Des preuves matérielles fortes ne désignent pas automatiquement des commanditaires étatiques. Il souligne aussi que la gestion de l'information peut servir des objectifs internes de cohésion, de contrôle ou de stabilisation, surtout dans un contexte sous pression. Ces deux thèses méritent d'être prises au sérieux parce qu'elles éclairent deux dimensions différentes, la matérialité d'un réseau et les effets politiques d'une crise. La synthèse la plus robuste consiste à les faire coexister. Il existe des signaux solides d'un dispositif transfrontalier capable de mobiliser des ressources importantes, et il est logique que la réponse politique intègre une dimension de stabilité intérieure. L'utilité de cette lecture combinée est immédiate. Elle évite de réduire l'événement à un récit unique. Elle permet de regarder simultanément la menace et sa mise en scène, sans transformer l'une en caricature de l'autre. C'est dans cet entre-deux que l'analyse devient praticable. Ce n'était pas un convoi isolé. Ce point médian change la lecture. Jusqu'ici, l'interception pouvait être comprise comme une réussite majeure mais circonscrite. Or, le récit insiste sur un élément qui déplace tout. Les 57 camions ressemblent à un segment d'un dispositif plus large, pensé pour fonctionner par redondance. Autrement dit, le réseau semble préparé à perdre une partie de ses cargaisons sans interrompre sa logique globale. Le détail qui soutient ce basculement est c'est simple. Les itinéraires correspondaient à des corridors déjà utilisés par le passé, avec des variantes mineures. Le système testait ses limites, ajustant ses trajectoires aux réactions locales. L'interception n'a donc pas terminé le schéma, elle l'a rendu visible. La posture d'Ibrahim Traoré prend alors une autre signification. Insister sur la méthode et la durée n'est plus seulement un choix de communication, c'est une manière de reconnaître la profondeur du problème. L'enjeu principal n'est pas ce qui a été stoppé, mais ce que l'arrêt révèle sur la structure adverse. Le dossier passe d'un événement à une confrontation de systèmes. Les conséquences ne se répartissent pas uniformément. Elles se traduisent différemment selon quatre groupes: l'État, les entreprises, les citoyens et l'échelle régionale. Pour l'État, la pression est immédiate. Maintenir un niveau d'alerte élevé signifie prolonger les contrôles, investir davantage dans le renseignement et soutenir une coordination plus dense entre terrain et centre. Le coût est budgétaire et organisationnel, mais le gain est aussi tangible. La crédibilité institutionnelle augmente lorsque la chaîne de décision paraît tenir, du poste avancé jusqu'à Ouagadougou. La ligne défendue par Ibrahim Traoré fait pas de surenchère, stabilise le discours officiel et réduit le risque de panique intérieure. À moyen terme, l'interception devient un levier diplomatique. Elle sert d'argument pour exiger une coopération régionale renforcée tout en exposant davantage chaque choix à l'observation internationale. Pour les entreprises, l'effet est ambivalent. À court terme, des contrôles renforcés alourdissent les coûts logistiques et rallongent les délais. Certains investisseurs suspendent des engagements par prudence, redoutant une instabilité durable. D'autres réévaluent le risque autrement. La démonstration d'une capacité de coordination sécuritaire peut rassurer une partie du secteur privé local, notamment dans les activités qui dépendent d'une continuité des routes et d'une réduction des chocs. Le signal envoyé n'est pas tout va bien, mais le système peut agir. Pour les citoyens, l'impact est d'abord psychologique. Voir l'ampleur d'une cargaison saisie
transforme une menace abstraite en proximité concrète. La peur apparaît, puis une forme de soulagement lorsque l'État montre qu'il peut stopper un flux majeur sans affrontement ouvert. Cela peut renforcer une vigilance civique, signalement, attention aux anomalies, soutien aux forces. Mais il existe aussi un revers. La fatigue sociale si l'état d'alerte se prolonge sans résultat visible ou si la vie quotidienne se rigidifie sous le poids des contrôles. À l'échelle régionale, l'interception agit comme un signal d'alarme. Les réseaux d'armement ne respectent pas les frontières politiques. Les voisins comprennent qu'ils partagent un problème mobile. Des échanges de renseignements peuvent s'intensifier, des mécanismes de coordination être réactivés. En parallèle, les acteurs hostiles ajustent leur stratégie. Nouvelles routes, nouveaux points d'appui et plus grande discrétion financière. La région entre alors dans une phase d'adaptation mutuelle où chaque avancée entraîne une réponse. Pris ensemble, ces effets montrent que l'événement dépasse la saisie. Il redéfinit des comportements, des calculs économiques et des équilibres régionaux et oblige à penser en endurance plutôt qu'en coût unique. À partir des éléments établis, 3 trajectoires plausibles se dessinent sur 6 à 12 mois. Elles ne prédisent pas. Elles structurent la décision. Une première trajectoire plausible est celle d'une stabilisation vigilante. Le Burkina Faso maintient un niveau d'alerte élevé sans basculer dans l'escalade. Les contrôles restent renforcés, le renseignement agrège des signaux et la coopération régionale progresse par étapes. Les réseaux adverses s'adaptent mais perdent en fluidité. Si cette trajectoire se confirme, la sécurité s'améliore lentement, au prix de coûts durables. Le point central devient l'endurance. Tenir dans le temps sans épuiser les ressources institutionnelles ni la patience sociale. Une deuxième trajectoire, plus optimiste, serait un renforcement stratégique. L'interception sert de catalyseur. Les États voisins intensifient l'échange d'informations, des accords opérationnels se consolident et les corridors illicites se fragmentent. La crédibilité acquise facilite des partenariats ciblés, sécuritaires et économiques. Si cette dynamique s'installe, la pression sur les réseaux augmente plus vite que leur capacité d'adaptation. Le bénéfice secondaire est politique. Un capital de confiance peut être réinvesti dans des priorités économiques, réduisant la perception de risque. Une troisième trajectoire, plus pessimiste, correspondrait à un étau extérieur. La réaction des réseaux est rapide et indirecte. Les routes se déplacent, les financements se dissimulent davantage et la pression informationnelle s'intensifie. Des tensions diplomatiques apparaissent accompagnées de contraintes économiques. Si ce scénario prévaut, la sécurité devient plus coûteuse et plus complexe à maintenir, et l'État doit arbitrer en permanence entre fermeté et ouverture. Une recommandation de lecture aide à trier. Si la coordination régionale progresse plus vite que l'adaptation des réseaux, le système garde l'initiative. Si l'inverse se produit, l'étau se resserre. Ce cadre ne remplace pas le jugement, mais il empêche de naviguer à l'aveugle. À ce stade, la crise se lie aussi à hauteur d'humains, pas seulement d'institutions. 3 groupes concrets en ressentent les effets de manière distincte: citoyens ordinaires, acteurs économiques locaux, jeunes et communautés engagées. Pour les citoyens, la sécurité cesse d'être une abstraction. Les contrôles, les messages de vigilance et les récits médiatiques modifient les habitudes. Cette proximité peut renforcer l'appartenance et la responsabilité, mais elle exige une pédagogie constante pour éviter la lassitude. Un geste utile, sans ajouter de faits, consiste à expliquer le pourquoi des mesures afin de maintenir l'adhésion plutôt que la contrainte. Pour les acteurs économiques locaux, la contrainte est d'abord pratique. Délai, coût,
Incertitude. Mais un second effet existe. Un environnement mieux surveillé peut, à terme, réduire les risques informels. Un ajustement pragmatique consiste à privilégier des partenariats locaux et des circuits plus courts, moins exposés aux perturbations transfrontalières, afin d'absorber les variations de contrôle. Pour les jeunes et les communautés engagées, la crise devient un objet de mobilisation. Les débats sur la souveraineté et la sécurité prennent plus de place dans les associations et les espaces éducatifs. Cette énergie peut nourrir un engagement durable si elle est accompagnée. Une initiative modeste, comme des formats d'éducation civique centrés sur la vérification des faits et la responsabilité collective, transforme l'inquiétude en participation constructive. Ces angles rappellent une idée simple: la résilience n'est pas un slogan, c'est une pratique sociale. Une feuille de route progressive se dessine pour transformer un choc ponctuel en capacité durable. Elle peut se résumer en étapes avec une logique claire. Qui fait quoi, quand et comment mesurer. D'abord, sécuriser les corridors sensibles. Les forces mixtes, militaires et douanières intensifient la surveillance sur les routes identifiées en combinant présence humaine et outils techniques. L'objectif n'est pas de tout contrôler, mais de réduire les angles morts. La mesure pertinente est la détection plus précoce de flux anormaux, plutôt que le seul nombre d'interceptions. Ensuite, unifier le renseignement. Les informations du terrain, les analyses financières et les données logistiques convergent dans un cadre commun. Le but est de raccourcir le délai entre signal faible et décision opérationnelle. Ibrahim Traoré insiste sur cette logique. Face à un réseau adaptable, la vitesse de coordination devient un avantage stratégique. Le succès se mesure par la cohérence des réponses, pas par leur mise en scène post-saucée. Puis, agir sur le plan symbolique sans spectacle. Neutraliser une partie des armes saisies de manière visible peut servir de signal de transformation à condition de rester sobre. L'indicateur doit être tangible, des actions civiles concrètes plutôt qu'une dramaturgie. Après cela, renforcer des alliances choisies. La diplomatie privilégie l'échange opérationnel et la continuité. La mesure est qualitative. Régularité des échanges et confiance. Enfin, consolider l'adhésion. Sans population informée, aucune architecture ne tient. Le fil revient à la nuit du 16 août 2025, non comme une image figée, mais comme une décision tenue. Le capitaine Moussa Kaboré agit sans certitude absolue et ce choix devient une clé. Préférer l'action mesurée à l'attentisme. Le général Zerbo prolonge ce geste en chaîne en organisant la durée plutôt que la bravade. Ensemble, ils transforment un soupçon en interception, puis une interception en trajectoire. C'est là que la continuité politique prend sens. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce même registre lorsqu'il insiste sur la méthode et la cohérence au lieu de vendre une victoire instantanée. Le motif qui traverse tout le récit devient lisible. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. L'émotion qui reste n'est pas la panique, c'est une lucidité partagée, plus exigeante parce qu'elle refuse la simplification. La vigilance partagée change le cours des crises. La séquence ouverte le 16 août ne se referme pas par une certitude confortable. Elle laisse un espace de discussion. Que signifie la souveraineté lorsqu'elle est testée sans avertissement, au croisement de routes, d'armes et de financement? Le cas burkinabé dépasse ses frontières parce qu'il pose une question durable. Comment une société tient-elle dans la durée,
sans confondre fermeté et dramatisation. Le récit ici n'appelle ni adhésion automatique ni rejet réflexe. Il invite à observer, comparer et discuter avec des critères simples: fait, cohérence et coût réel pour la vie quotidienne. La posture associée à Ibrahim Traoré forme un matériau d'analyse, encore en évolution, dont la pertinence se mesurera dans le temps, pas dans l'instant. Si ce sujet vous interpelle, la discussion reste ouverte. Une question, une objection ou une lecture alternative enrichissent le débat collectif.